Pour ce deuxième temps, qui est censé être un peu plus pratique, j'ai juste voulu illustrer un peu tous les propos qu'on a tenus sur le renouvellement d'air, parce que d'une part, c'est essentiel, et puis on a des chiffres, donc c'est important de les communiquer. À travers 2 retours d'expérience. Alors, c'est des retours, il y en a un qui date un peu, mais je pense que le constat qui est toujours le même. Et c'est juste pour montrer un peu l'importance de tout ce qu'on a dit précédemment avec des chiffres. Et vous allez voir que c'est assez parlant. Donc, juste pourquoi est-ce que je vous présente ces retours d'expérience? Donc, Medico, on est une petite structure. Donc, nous, on accompagne, on conseille justement sur la conception des bâtiments pour mieux prendre en compte la santé et notamment la qualité de l'air intérieur. Et puis, à côté, on participe à beaucoup de projets qu'on appelle R&D, hein, mais plutôt des projets de développement pour avoir une meilleure connaissance des systèmes et puis aider la filière du bâtiment à monter un peu en compétence sur ces sujets. Et il y a notamment un projet sur lequel on a travaillé. Alors là, c'est plus axé logement. Donc, c'est le projet Vie à Qualité. Et donc, je vais vous présenter ce projet. Alors, le projet Vie à Qualité, c'est des appels à projets qui sont lancés par l'ADEME. L'ADEME travaille beaucoup sur la qualité de l'air intérieur et a beaucoup avancé et a essayé de faire avancer la filière du bâtiment dessus. Et donc, le projet Vie à Qualité a été lancé suite à un constat qui a été fait par le CEREMA. Le CEREMA a travaillé, il y a toute une partie du CEREMA qui travaille sur l'efficacité de la ventilation. Et donc, ils réalisent ce qu'on appelle des contrôles réglementaires de conformité. En fait, ils vérifient que les logements qui soient livrés sont conformes au code de la construction. Et il y a notamment une étude qui a été réalisée par 3 divisions du CEREMA. Alors, il y a déjà un certain temps, effectivement. Il y a 10 ans, entre 2008 et 2011. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de logements qui ont été étudiés. Donc, ils ont étudié 1287 logements dans plusieurs départements donc, qui permettent d'étudier les différentes zones climatiques de la réglementation thermique. Déjà, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, on a commencé à parler des différents systèmes de ventilation, de filtration. La filtration, ça équipe aujourd'hui les systèmes de ventilation double flux, en partie. Vous voyez que la répartition sur le parc de logements français, la répartition de la ventilation double flux, donc les systèmes qui permettent de filtrer, c'était dans cette étude-là 0,01% des systèmes de ventilation qui équipent le bâtiment. Ce qui veut dire très très peu. Donc là, on parle de filtration, on parle même de filtration moléculaire. Autant vous dire que ce n'est pas très classique finalement dans les bâtiments, dans les logements en France. Ce qu'on a surtout, c'est les systèmes dont on parlait, de la ventilation simple flux, soit autoréglable, soit hygroréglable. Ça veut dire qu'elle va être régulée par rapport à l'humidité. Ça, c'est juste sur la répartition des systèmes. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé, quand ils font les contrôles de conformité réglementaire, ils regardent si le logement, au niveau de la ventilation, il est conforme à ce qu'on attend par rapport au code de la construction. Et donc, dans cette étude, ils ont regardé les non-conformités, les logements non conformes. Et en fait, il apparaît, et c'est des chiffres qu'on retrouve de façon assez régulière, que dans les logements collectifs, on a 44% des logements collectifs qui ne sont pas conformes au code de la construction et qu'au niveau des maisons individuelles, on a 68% qui ne sont pas conformes au code de la construction. Donc en moyenne, ça nous fait 47%, ça veut dire que quasiment en France, un logement sur deux n'est pas conforme au code de la construction. Donc quand on dit que dans cette période, ce qui est essentiel, c'est d'assurer un bon fonctionnement du renouvellement d'air, ça veut dire que je pense qu'une personne sur deux, même qui participe à cette bulle, peut regarder son système de ventilation parce qu'on a beaucoup de non-conformités. Alors, en quoi consistent les non-conformités? Sur cette étude, ce qui ressort, c'est qu'il y a plusieurs points de dysfonctionnement qui ont été retrouvés, donc 28 points de dysfonctionnement qui ont été répartis dans 6 thématiques. Les principales non-conformités observées, elles sont liées au débit. Donc, on a des débits réglementaires qui doivent être atteints et en fait, on a, vous voyez, 338 non-conformités observées au niveau des débits qui n'étaient pas atteints. Ensuite, vous voyez que la deuxième proportion importante, elle est au niveau des entrées d'air. Ça veut dire soit des entrées d'air peut-être mal dimensionnées, soit mal positionnées, tout simplement absence d'entrée d'air. Ça arrive aussi d'arriver dans des logements qui sont réceptionnés et puis il n'y a pas d'entrée d'air là où il faudrait. Pareil sur, en fait, les 3 premiers points, c'est les débits, les entrées d'air et pareil, les sorties d'air. Exemple classique, par exemple, vous avez, en fonction des pièces,
vous devez avoir certaines bouches qui vont par type de pièce. Et puis, on se rend compte que finalement, la bouche qui est dans la salle de bain, c'est celle qui aurait dû être en cuisine et inversement. Donc, voilà les non-conformités qu'on peut observer. Et puis après, on en trouve d'autres sur les systèmes, sur le groupe, l'extracteur, et puis sur les gaines qui sont soit percées, soit l'air ne peut pas circuler. Donc, on trouve tout un tas de non-conformités. Ça, c'était le constat qui avait été fait. Suite à ce constat, donc, il y a un groupement qui a été monté, donc, qui a répondu sous le nom du projet Via Qualité, donc qui a répondu à un appel à projet qui s'appelle Cortea, c'était en 2013. Donc vous voyez, c'était un projet porté par l'ADEME, mais également financé par le ministère et par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le pilote de ce projet, c'était le CEREMA, et l'objectif, c'était de développer pour les maisons individuelles une démarche qualité, ventilation et qualité de l'air intérieur. Comme ça s'est fait pour l'étanchéité à l'air des maisons individuelles, donc là, c'était spécifique à la ventilation et à la qualité de l'air intérieur. Souvent, dans ce type de projet, on part d'une étude, d'un constat au niveau de la littérature, que je vous ai présenté juste avant. Et puis après, on essaye de refaire ce constat au sein du projet. Donc là, on a pris 21 maisons BBC, donc basse consommation, sachant qu'on était en 2014, donc on était quand même sur des maisons BBC déjà livrées. Donc c'est des gens qui étaient des maisons où les propriétaires étaient déjà un peu en avance sur la réglementation. Ils avaient montré une vraie volonté d'aller vers des maisons BBC. On a pris 21 maisons BBC. Alors, dans ces 21 maisons, on observait la ventilation, on en avait 16 en double flux et le reste 5 en simple flux. On avait volontairement pris des maisons en double flux parce qu'on manquait vraiment de retour d'expérience sur la double flux en maison individuelle. Et puis là, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on regarde un peu la conformité des systèmes de ventilation par rapport à la réglementation ventilation et code de la construction. On s'aperçoit que sur nos 21 maisons, on n'en a aucune 100% conforme à la réglementation et que sur les défauts constatés sur ces 21 maisons, on observe 75 défauts constatés. Les défauts, c'est à peu près la même chose que ce qui a été observé tout à l'heure. Ça concerne les entrées d'air, les sorties d'air, les conduits, les gaines, les extracteurs. Donc, on a retrouvé un peu toutes ces non-conformités. Vu qu'on était sur un projet qui conciliait ventilation et qualité de l'air intérieur, on a aussi essayé de regarder l'impact de tout ça, en tout cas des non-conformités sur la qualité de l'air intérieur. Au niveau des débits, ce qui est plutôt rassurant, c'est que, alors on avait 82% des maisons qui étaient sous-ventilées, donc les débits n'étaient pas atteints. Là, on a observé qu'effectivement, en fonction après de la conception des maisons, on pouvait avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. Ce qui est plutôt rassurant et encourageant, c'est qu'on en avait 18 qui étaient surventilés. Et dans ces cas-là, on n'a observé aucun impact sur la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur était toujours bonne. Donc, ça montre quand même que quand ça ventile bien, voire quand ça ventile plus, la qualité de l'air intérieur est bonne. Par contre, ça revient effectivement au constat de tout à l'heure. Qualité de l'air intérieur et impact énergétique ne font pas toujours bon ménage, puisque là, on avait un impact énergétique lié à la surventilation. Ce qui est vraiment intéressant dans l'étude, et ça amène à savoir quelles sont les actions à mettre en place demain, c'est s'interroger sur les responsabilités des défauts. C'est-à-dire que tous les défauts constatés, essayer de remonter, savoir qui finalement est responsable de ces défauts. Parce que le raccourci, il est quand même souvent fait quand on parle de ventilation en disant ça a mal été mis en œuvre. Et donc, on en revient souvent aux entreprises sur le chantier. Alors, c'est vrai en partie. Effectivement, quand on regarde l'origine des non-conformités qui ont été constatées, vous voyez, au niveau des chiffres, on en a 55% dû à une mauvaise mise en œuvre. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a quand même 43% des défauts constatés qui sont liés à une mauvaise conception. Ça veut dire que travailler sur la mise en œuvre, c'est essentiel, mais que pour qu'un système fonctionne et qu'il soit bien mis en œuvre, il doit d'abord avoir été conçu et réfléchi. Et donc, ça veut dire que là, c'est au maître d'ouvrage, dans le logement individuel et logement collectif, de s'interroger sur la faisabilité, sur comment, notamment où est-ce qu'on implante, je suis désolée, je regarde ma fenêtre pour illustrer, s'interroger sur où est-ce qu'on installe la prise d'air pour avoir justement un bon balayage de la pièce. Et donc, ce 43%, il est essentiel parce que ça veut dire que le travail de sensibilisation doit être fait à la fois sur le chantier, mais également en amont au niveau du maître d'ouvrage et des équipes de conception. Et puis, les 2% liés à l'utilisation, c'était uniquement sur une maison qui était située autour de Lyon,
juste à côté du périphérique et on s'est aperçu que le filtre n'avait pas été changé, donc on n'avait pas de débit. Donc là, c'était lié à l'entretien qui était fait par l'occupant. Donc on a changé le filtre. Donc là, on récupère les bons débits et on revient un mois après et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de débit et que le filtre est tout encrassé. Donc ça montre d'une part que l'entretien est important, mais ça montre aussi que le filtre, en fonction de la localisation, va aussi jouer un rôle important pour limiter le transfert des polluants. Alors sur ces 21 maisons instrumentées, dans le cadre du projet, on en a retenu 10 dans lesquelles on a fait des mesures de qualité de l'air intérieur. Donc on a mesuré différents polluants. Alors là, des polluants gazeux qui font partie de la famille des composés organiques volatiles. On a mesuré différents polluants. Alors là, ce que vous voyez en couleur, à ce niveau-là, la couleur, c'est les débits qui ont été mesurés. Donc en orange, vous avez les maisons dans lesquelles, donc ce sont que des maisons individuelles, basse consommation. Donc en orange, vous avez là les 4 maisons, ce sont des maisons qui étaient sous-ventilées. En vert, des maisons avec un débit conforme. Et en violet, enfin bleu-violet, vous avez les maisons qui étaient surventilées. Alors qu'est-ce qu'on constate? D'une part, que quand on est sur des maisons qui n'ont pas les débits, qui n'atteignent pas les débits réglementaires, qui sont sous-ventilés, on avait des choses assez hétérogènes, mais néanmoins, on retrouve quand même des polluants. On retrouve quand même sur les 5 maisons, 4 maisons avec des concentrations en polluants un peu élevées. Donc, on retrouve notamment du formaldéhyde, on retrouve des hydrocarbures, des polluants qui peuvent être liés à des produits de bricolage. Donc, ça montre que quand la maison n'est pas assez ventilée, on a quand même un problème au niveau de l'extraction des polluants intérieurs. Ça, c'est un constat assez général, sous-ventilé, à part une maison qui présentait des bons résultats. Sinon, on avait quand même un pourcentage de maisons dans lesquelles les concentrations de polluants étaient élevées. Quand les débits sont conformes, là, on n'a pas réussi à faire de conclusion. Ça veut dire que quand les débits sont conformes à ce qu'on attend, à la réglementation, on a des maisons dans lesquelles les résultats étaient très bons. On trouvait surtout des polluants qui étaient liés, là vous voyez un peu de limonène, c'est un polluant qui est lié aux produits d'entretien. Donc quand on a du limonène, c'est qu'on a des produits d'entretien qui sont plutôt odorants. Donc on avait des maisons qui présentaient des bons résultats et puis certaines maisons qui, malgré un débit conforme, avaient des concentrations élevées. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément lié à l'efficacité du renouvellement d'air, parce que ça fonctionnait, mais que c'est lié, que la qualité de l'air, elle est liée au renouvellement d'air, mais elle est aussi liée au choix de conception et notamment au choix de produits qu'on va mettre à l'intérieur des maisons. Donc là, typiquement, dans la maison numéro 2, on avait beaucoup de formaldéhyde et c'était lié notamment à un plafond qui était en bois. Et le bois émet du formaldéhyde, donc on retrouvait des concentrations importantes. Les hydrocarbures peuvent être liés à des produits d'entretien. En tout cas, vous voyez qu'on n'arrive pas, en tout cas, on n'a que 10 maisons, donc forcément, on ne peut pas faire de généralité, mais néanmoins, sur ces 10 maisons, quand les débits sont conformes, on n'arrive pas à faire de généralité sur la qualité de l'air qu'on va obtenir. Par contre, la bonne nouvelle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a des maisons surventilées, à chaque fois, on avait des très bons résultats, donc des concentrations en polluants très faibles dans ces différentes maisons. Donc, ça montre quand même que le renouvellement d'air, notamment quand on voit les maisons sous-ventilées, a quand même un impact important sur la qualité de l'air à l'intérieur des logements. Sur ce projet, ce qui est quand même assez intéressant, je parlais des non-conformités, c'est qu'on arrive quand même à faire, vous voyez qu'il y a, alors ça ce sont des photos prises sur site, directement dans les maisons instrumentées, qui montrent un peu, qui font un peu l'état des lieux du renouvellement d'air dans les logements français. Ça veut dire qu'on a beaucoup de non-conformités et puis beaucoup de choses que personnellement on n'imaginait même pas. Mais notamment, par exemple, vous voyez sur cette photo, là, typiquement, vous avez une double flue avec l'entrée d'air située juste à l'entrée du garage, à 20 cm du sol. Donc, typiquement, ce qu'il ne faudrait pas. Et pourtant, c'est quand même ce qu'on a observé. Quand on parle de l'entretien des systèmes et de l'accessibilité au système, on voit que ce n'est pas toujours respecté non plus. Et que j'imagine que pour entretenir son système, si on n'arrive pas à accéder à l'extracteur, c'est compliqué. On utilise beaucoup de conduits souples dans les logements, puis on observe des conduits percés, on a des problèmes de connexion
pour les réseaux d'extraction, d'accessibilité au système. Donc, vous voyez que tout ça, ça montre qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour améliorer l'état du renouvellement d'air dans les logements. Et que c'est important, puisqu'on a vu avec les chiffres que plus le renouvellement d'air fonctionne bien, en règle générale, la qualité de l'air intérieur est meilleure. Je ferai une conclusion globale après sur tout ça, sur les enjeux pour demain. Je vais poursuivre avec un deuxième exemple. Donc, pour le coup, on n'est plus dans le... Alors, on est dans une structure sanitaire et sociale. Et l'objectif, c'est de vous montrer l'impact de la double flux. Vu qu'il y a eu beaucoup de questions dessus, ça tombe très bien. En fait, c'est un deuxième projet, très récent, celui-ci. Je l'ai trouvé intéressant parce qu'il montre vraiment la différence entre quand on a la présence d'un système de filtration ou non. Donc là, c'est un projet situé, sa particularité, donc c'est un EHPAD qui est situé pas très loin d'une départementale. Donc on a fait une campagne de mesure à réception, donc assez classique, en l'absence d'occupants. Donc c'était pas lié, les polluants qu'on a pu trouver n'étaient pas liés à l'occupation. On a mesuré différents polluants et en fait, ce qui va, donc pour ceux qui n'ont jamais vu, alors elle n'est pas très grosse, mais je vous ai mis une photo justement de matériel de mesure. Là, ce sur quoi on va s'intéresser, c'est les particules fines. Donc, on a mesuré les particules de différentes tailles, les PM10 et les PM2,5. Le 10 et le 2,5, c'est la taille, c'est le diamètre de la particule. Donc, en fait, PM10, c'est surtout ce qui va être lié aux polluants type des pollens, par exemple, dans l'air. Les PM2,5 sont plus liés au trafic automobile. Les PM10 aussi. Et donc, là, vous voyez au niveau des résultats, c'est assez parlant, c'est-à-dire que dans cet EHPAD, vous avez toute une partie de bureaux, vous avez également des chambres dans lesquelles seront accueillis les résidents. De façon, alors, comment est-ce qu'il était conçu? Les chambres sont ventilation mécanique simple flux et les espaces de bureaux sont équipés d'un système de ventilation double flux. Et à chaque fois qu'on fait une campagne de mesure à l'intérieur des bâtiments, on mesure également l'air, la qualité de l'air extérieur qui rentre dans le bâtiment, pour avoir un point de comparaison. Et donc là, vous voyez que, bon, déjà en air extérieur, on est proche des valeurs qu'on souhaite atteindre en air intérieur, mais que par contre, on observe dans les chambres qui sont équipées d'un système de ventilation simple flux une légère accumulation de polluants. On a des concentrations qui sont supérieures à celles de l'extérieur. Et dans le bâtiment de bureau qui est équipé d'un système de ventilation double flux, grâce au système de ventilation double flux, on arrive à avoir un abaissement par rapport aux concentrations de particules à l'extérieur du bâtiment. Et ça, c'est valable à la fois sur les particules, les PM2,5, mais c'est également valable sur les PM10. Ce que je veux dire, enfin, ce que je veux surtout pas dire, c'est qu'il faut absolument un système de filtration partout dans tous les bâtiments. Surtout pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le discours que je souhaite tenir. Par contre, le discours que je souhaite tenir, c'est de se dire que quand on a une concentration de particules à l'extérieur qui est déjà assez importante par rapport aux valeurs sanitaires, on voit que de filtrer l'air qui rentre dans le bâtiment, l'air extérieur qui rentre dans le bâtiment, ça reste très important pour garantir la qualité de l'air intérieur. Si on avait eu des concentrations de polluants, de particules fines très faibles à l'extérieur, le système de filtration n'est pas forcément justifié. Par contre, on voit que dans un cas comme ça, le système de filtration a vraiment un effet bénéfique. Alors, pour conclure, quand on voit tous ces chiffres-là, ça veut dire que demain, à la fois, c'est aussi par rapport au contexte actuel, mais de façon plus générale, sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, on sait que le renouvellement d'air a quand même un impact important. Donc, ça veut dire que, suite à ce que je vous montrais juste précédemment, qu'il faut adapter les systèmes de ventilation au contexte, notamment le contexte extérieur. Et puis qu'il va vraiment falloir travailler sur la prise de conscience de la population par rapport aux enjeux du renouvellement d'air. Et là, c'est bien une fois qu'on a fait ce constat, mais maintenant, comment est-ce qu'on le fait? Alors les questions que je me suis posées, c'est est-ce que l'actualité et justement la contamination via l'air par rapport au virus, est-ce que les sujets d'actualité, ça peut être un levier auprès de la population pour qu'il y ait une prise de conscience sur le renouvellement d'air et qu'on considère que ce soit important dans le bâtiment? Et puis, une fois que cette prise de conscience, elle aura lieu, est-ce que, pour que les professionnels évoluent, est-ce que la demande des occupants, je pense qu'il faut, en fait, aujourd'hui, vu que les gens n'ont pas conscience du renouvellement d'air, ce n'est pas non plus une demande qu'ils font quand ils construisent leur maison. Pour eux, voilà, il y a un système de ventilation, il y a un système de ventilation. Et que quand ils auront pris conscience du sujet, est-ce que cette demande, elle incitera les professionnels à évoluer? Donc ça, c'est une question.
j'espère que ça pourrait être le cas. Et ensuite, une fois que pour faire évoluer les professionnels, la question c'est comment est-ce qu'on fait monter les professionnels en compétence sur le sujet de la ventilation. Et là, je pense qu'il y a il y a un champ libre d'action, plein de choses à imaginer, à la fois, bien sûr, sur la formation théorique, mais aussi surtout la formation pratique, et puis développer des métiers aussi qui n'existent pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais notamment sur l'entretien des systèmes. Donc, ça fait de vastes sujets pour demain. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense que de façon collective, on peut apporter beaucoup de réponses à tout ça. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je parlais toute seule, mais je vous remercie en tout cas d'avoir écouté et je vois que ça réagit beaucoup. Merci Claire-Sophie pour ces retours d'expérience et l'approche scientifique que tu nous as proposé aussi et le champ des possibles que ça ouvre. On a eu effectivement pas mal de réactions, dont dans la continuité de ta conclusion, une remarque. Donc, on mesure la teneur en CO2 pour mesurer le renouvellement d'air dans les bureaux et les écoles, autrement dit le niveau de confinement intérieur. Comment amener une prise de conscience des pouvoirs publics que c'est aussi nécessaire en logement. Et une deuxième remarque, un peu dans cette veine, la situation actuelle ne pourrait-elle pas permettre de revoir la réglementation sur la ventilation qui date de 1982 ? Que font les ventilistes ? Il est dit depuis des années que les textes sont complètement obsolètes. Ouais, alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça bouge au niveau du ministère. C'est vrai qu'il y a une époque où on se disait qu'il fallait faire évoluer la réglementation. On se le dit toujours, mais ça a quand même beaucoup évolué. Ça évolue sur quel sujet? Ça évolue pas forcément au niveau des débits. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit que plus les débits sont importants, plus la qualité de l'air en règle générale est bonne. En tout cas, si on n'a pas de source très importante de pollution à l'intérieur des bâtiments. Donc, est-ce que l'augmentation des débits va forcément dans le bon sens? Je pense que quand on voit les chiffres, déjà, la principale chose sur laquelle il faut aller, c'est qu'on voit que quand le système fonctionne, ça améliore déjà la qualité de l'air, rien qu'au débit réglementaire. Mais du coup, encore faut-il vérifier qu'il fonctionne et qu'il atteint les débits réglementaires. Donc, de plus en plus, on entend quand même parler de l'obligation de vérifier, notamment dans le logement, les débits d'air à réception. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Ça paraît être du bon sens de vérifier que ça fonctionne quand on livre un bâtiment. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Et déjà, ce serait une étape importante. Mais voilà, ça évolue dans le bon sens, j'espère. Après, ça évolue doucement. Mais on va dire, par rapport à il y a quelques années, on a déjà fait des grands pas en avant, notamment au niveau, quand on veut vérifier qu'un système de ventilation fonctionne. Il y a eu un projet qui s'appelle Promévente pour la vérification pour un diagnostic ventilation des bâtiments de logement qui est sorti, qui est très complet, avec des illustrations, des visuels sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien. Ça, par exemple, ce sont des avancées et que le ministère suit, en tout cas de près. On avait des questions par rapport à la surventilation, notamment lors du premier retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on entend par surventilation? Quels sont les débits? De façon générale, quel débit optimal entre qualité de l'air intérieur et consommation énergétique? Et un corollaire un peu à cette question par rapport à l'impact énergétique, est-ce si grave par rapport à garantir une bonne qualité d'air intérieur et donc la bonne santé des habitants? Après, vous prêchez une convaincue. C'est vrai que je suis pour les économies d'énergie, bien sûr, pour tout ce qui va également être pour l'améliorer. Voilà, je suis aussi de très près les enjeux environnementaux. Après, quand on parle de renouvellement d'air, on parle également de santé. On ne l'a pas encore cité ce chiffre, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du coût énergétique. Le coût énergétique, c'est directement l'occupant final, si on parle du logement, même dans les bâtiments de bureaux, c'est l'occupant final qui le paye. Donc, il le voit, il entend parler des enjeux environnementaux, il a envie d'avancer dessus et aussi de réduire sa facture énergétique. La santé, il la paye, mais il ne la paye pas directement.
Et c'est ça aussi notre problème hein, en santé et en qualité, et notamment en qualité de l'air intérieur, c'est que les gens respirent un air qui peut être pollué, qui va avoir des concentrations de polluants plus ou moins importantes. Ces polluants vont avoir un impact sur sa santé. Il peut développer des pathologies respiratoires. Il va aller consulter un médecin. Le médecin, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Il peut consommer des médicaments. S'il est vraiment très malade, il ne va pas aller travailler. Tout ça, c'est un coût qui est pris en charge par la société. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la qualité de l'air intérieur, chaque année, ça coûte 19 milliards d'euros à la France. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, peut-être qu'augmenter un peu le renouvellement d'air pour diminuer ce coût, je ne suis pas sûre qu'on soit si perdant que ça. Donc, ça, c'est un des premiers points. Et à force, j'ai oublié les autres. C'était la remarque. Donc, il y avait sur les Les débits en termes de surventilation. Alors là, dans le cadre du projet Via Qualité, quand on parlait de surventilation, c'était un logement qui était surventilé par rapport au débit réglementaire. J'ai plus les chiffres en tête, mais on n'est pas sur la surventilation qu'on peut entendre notamment dans les bâtiments quand on est à réception des bâtiments. Là, c'est juste qu'on était au-dessus des débits réglementaires. Donc la ventilation, elle avait un débit plus important que ce qu'on attendait au niveau réglementaire. C'était pas non plus. Il y en avait quand même qui étaient assez importants. Si vous voulez les chiffres, je pourrais vous les donner parce que enfin, voilà, c'est dans le rapport, mais je ne les ai pas de tête. Par contre, de façon globale, dans le logement, c'est un peu, notamment en simple flux, c'est compliqué de la surventilation. Là, on était surtout sur des systèmes double flux, donc c'est la surventilation le plus possible. En simple flux, c'est compliqué de surventiler. Par contre, les débits, on peut plutôt les aborder dans les autres typologies de bâtiments, notamment les bâtiments de bureaux et les écoles. Sans parler du débit qui serait idéal, je pense que déjà, il y a des bâtiments dans lesquels les enjeux de qualité de l'air sont très importants, sur des populations qu'on dit plus sensibles, notamment les enfants. Et s'il y a des choses à faire évoluer en termes de débit d'air, je pense qu'il faut d'abord commencer par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un bureau, vous avez le droit à 25 mètres cubes par heure par personne. Donc ça, c'est le débit d'air réglementaire. Quand vous êtes un enfant de 5 ans dans votre salle de classe, généralement quand même, une salle de classe, c'est assez dense en termes d'occupation. Là, vous avez le droit à 15 mètres cubes par heure par personne. Plus on est petit en France, normalement, plus on a besoin, plus on respire vite. Plus vous êtes petit, moins vous avez d'air en France. Et je pense que c'est déjà une des contradictions. Ce serait déjà, s'il y a un des bâtiments sur lesquels il faut travailler, c'est d'abord les établissements d'enseignement, augmenter les débits d'air dans les établissements d'enseignement pour arriver au moins aux débits d'air qui sont exigés dans les bâtiments de bureau. Donc 25 mètres cubes par heure par personne. Vous avez de la chance, c'est que quand vous grandissez, quand vous arrivez au collège, au lycée, vous avez le droit à 18 mètres cubes par heure par personne. Donc plus vous grandissez, plus vous avez le droit à une bonne qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Ensuite, dans les bâtiments tertiaires, il y a d'autres débits qui sont évoqués. On parle souvent du 36 mètres cubes par heure par personne qui est évoqué. Alors, pourquoi pas? Après, il faut aussi faire attention. La qualité de l'air intérieur, ce n'est pas le seul sujet. Il y a aussi le sujet, on va dire, du confort et du bien-être dans le bâtiment. Plus vous allez avoir un débit important, plus vous pouvez, et si le système est mal conçu, vous pouvez aussi avoir des gènes qui sont liés à la vitesse d'air. À l'implantation, il faut aussi réfléchir à l'implantation des entrées d'air. Et du coup, plus les débits sont importants, des fois, on a aussi des plaintes des occupants sur la sensation, sur la gêne liée à des courants d'air qui sont gênants pour les occupants. Donc, pourquoi pas augmenter les débits d'air? Souvent, dans les projets, aujourd'hui, on voit du 30 mètres cubes par heure par personne qui sort. Quand c'est respecté, c'est plutôt bien. Après, dans beaucoup de bâtiments, quand déjà on respecte les débits réglementaires et en parallèle que le choix des produits qui sont mis à l'intérieur du bâtiment sont aussi faiblement émissifs, on arrive à atteindre une qualité de l'air qui est satisfaisante. C'est ça, c'est que là, on se concentre beaucoup sur le renouvellement d'air, mais ce n'est pas le seul critère pour la qualité de l'air intérieur. Le renouvellement d'air, d'abord, on va penser à limiter les sources de pollution. Donc, on va choisir, concevoir notre bâtiment pour qu'il y ait le moins d'émissions possible de composés, notamment de composés organiques volatiles. Et ensuite, en complémentarité, on va venir faire un renouvellement d'air qui permet au moins d'atteindre les débits réglementaires. Et avec tout ça, normalement, déjà, on n'est pas trop mal.
C'était l'objet d'une remarque, enfin de plusieurs remarques justement. Donc, si on construit avec des matériaux écologiques et qu'on n'utilise pas de produits d'entretien nocifs, peut-il y avoir une dégradation, un impact sur la qualité de l'air intérieur? Donc, je pense que c'est plutôt une amélioration de la qualité de l'air intérieur. Ah, la question, c'est est-ce qu'avec des produits écologiques, on a de meilleures chances d'avoir un air de bonne qualité? Voilà, c'est ça. Matériaux écologiques et produits d'entretien qui sont moins nocifs. Alors, notre approche sur les produits de construction, tout produit, s'il n'est pas en métal ou s'il n'est pas en verre, va émettre des composés organiques volatiles dans l'air. En soi, c'est des substances qui sont naturelles. Les produits d'origine plutôt biosourcée vont également émettre des polluants, alors qu'ils leur sont spécifiques dans l'air intérieur. Certainement, parfois en concentration moins importante, mais on a aussi des bâtiments qui sont construits avec certains produits dans lesquels on a des problématiques de qualité de l'air intérieur. Donc, en soi, j'ai presque envie de dire, alors je ne vous parle pas de la partie environnementale, hein, je me concentre juste sur la qualité de l'air intérieur. Après, il y a les choix environnementaux, mais sur l'air intérieur, peu importe l'origine du produit, l'approche, elle doit être identique. Ça veut dire qu'il faut vérifier quelles sont les émissions de ces produits. Peu importe qu'ils soient d'origine plutôt minérale, synthétique ou biosourcée, en soi, l'évaluation, elle doit être identique. Et aujourd'hui, on peut mesurer les émissions de tous les produits de construction et il n'y a que les chiffres qui vont vous dire si oui ou non ça émet dans l'air. Encore faut-il chercher les bons polluants. Ça, c'est vraiment l'approche qu'on a sur les produits de construction. Alors, c'est des produits biosourcés, donc on espère que les substances sont quand même moins dangereuses, mais pour vous donner un exemple, alors déjà, les produits naturels ne veulent pas forcément dire ça, hein. On a plein de gaz naturels comme le radon qui ne sont pas forcément bons pour la santé. L'essence de térébenthine qu'on peut trouver dans les peintures, c'est d'origine naturelle. Après, ça reste un hydrocarbure. Donc, ça ne veut pas forcément dire naturel. Ce n'est pas contradictoire du tout, hein, mais c'est juste que l'approche, l'évaluation, elle doit être identique. Ensuite, sur les produits d'entretien, il y a des bonnes pratiques, hein. Il y a tous les labels qui vont permettre, l'écocert, l'écolabel européen, limitent déjà un certain nombre de substances très dangereuses. Après, dans les produits d'entretien, ce qui va vraiment nous poser problème, et là on le retrouve dans tout type de produits d'entretien, à part plutôt, on va dire, les remèdes de grand-mère, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, mais la plupart des produits d'entretien, hein, même plutôt d'origine biologique, vont avoir des odeurs et c'est surtout ça qui va nous poser problème en air intérieur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un marketing olfactif et on vous vend des odeurs, on ne vous vend pas de l'efficacité de produit. Et donc, tant que vous achèterez l'odeur océan ou l'odeur forêt, en soi, vous aurez des composés organiques volatiles dans l'air. Le bois, naturellement, émet des polluants. Enfin, c'est naturel, c'est organique, donc il y a des polluants d'émis. Donc, le tout, c'est de faire tout ça avec parcimonie, c'est-à-dire que c'est diversifier. L'objectif, quand on conçoit un bâtiment, c'est essayer de diversifier les sources de pollution, pas mettre le même matériau partout qui va émettre le même polluant, parce que là, on va augmenter les concentrations de ce polluant et donc augmenter les risques pour la santé. On nous parlait aussi du bois qui émet des formaldéhydes à l'état naturel, plutôt s'il est aggloméré avec des cols. Alors, naturellement, le bois émet du formaldéhyde, hein, en faible concentration, naturellement, mais ça reste des faibles concentrations. Et effectivement, dans le bois, alors le bois, ce n'est pas le bois en soi qui nous pose problème, c'est les produits à base de bois. Les produits à base de bois, notamment tous les panneaux de particules, en fait, vous avez des particules de bois qui sont agglomérées entre elles avec des cols, et c'est vraiment les cols qui vont poser problème pour la qualité de l'air intérieur, parce que ces cols, pour une résistance mécanique, elles sont faites à base de résine à base de formol, et donc ça émet du formaldéhyde. Et ça émet des concentrations assez importantes de formaldéhyde. On avait une question aussi sur les systèmes, sur la ventilation hygrobée. Est-ce que ce n'est pas une aberration d'un point de vue de la santé, au nom des économies d'énergie? D'instinct, oui. C'est vrai qu'idéalement, la ventilation simple flux, oui, mais idéalement, l'autoréglable est bien parce qu'on a un débit d'air constant. Le problème de l'hygrobée, c'est qu'elle prend en compte un renouvellement d'air quand l'occupant est là, puisqu'il faut que l'occupant émette de la vapeur d'eau pour que la ventilation se mette en route. Ça veut dire que quand l'occupant n'est pas là, on considère qu'il n'y a pas de pollution dans le logement.
presque le système qu'il faudrait inventer, ce serait, alors si on veut conserver l'hygrobée pour des raisons énergétiques, pourquoi pas, mais en tout cas qu'elle se mette en route avant que les gens arrivent chez eux. Parce que le temps que la personne arrive chez soi, le bâtiment a pu continuer, enfin le logement a pu continuer à émettre, et le temps qu'elle émette assez de vapeur d'eau pour mettre en route le système à son débit maximal, finalement, on est quand même exposé à des polluants. Et si on pouvait avoir un petit bouton qui nous dit qu'on sait qu'on rentre chez nous dans 1 heure, mettre en route le système, ça pourrait être intéressant. On a eu des remarques aussi sur les compétences, les montées en compétences, donc sur les métiers d'entretien qui existent. Il s'agit simplement de payer la prestation. Et une deuxième remarque, peut-être faudrait-il développer le métier de ventiliste pour remplacer les électriciens et chauffagistes qui ne sont pas forcément des spécialistes en matière de ventilation. Ouais, c'est 2 très bonnes remarques. D'une part, sur l'entretien, effectivement, les sociétés de maintenance, alors, la maintenance, si on parle des bâtiments, plutôt des bâtiments de bureaux, tout le réseau fonctionne très bien. Souvent, les problématiques qu'on entend, c'est pour le particulier, quand les systèmes de ventilation double flux, pour l'entretien de ces systèmes, c'est vrai que alors, ça a évolué, mais néanmoins, souvent, les gens avaient le montant de la prestation était normal, mais il y a aussi les sociétés, il n'en existait pas beaucoup. Et si vous êtes loin de cette société, les gens payaient plus cher en prestation, en frais de déplacement plutôt que pour la prestation en tant que telle. Donc, il y a ça. Il y a l'accès aux filtres aussi, sur lesquels il faut travailler pour que les gens puissent entretenir leur système, en tout cas changer les filtres régulièrement. Mais effectivement, on voit quand même certaines sociétés qui se développent, mais ça reste encore... je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la maintenance des systèmes de ventilation dans le logement. Pour la partie ventiliste, c'est une vraie question. Ça fait longtemps qu'on en parle, longtemps qu'on entend ce terme. On n'a pas la sensation que c'est beaucoup bougé. Alors, il y a un site internet quand même, si je ne dis pas de bêtises, www.ventilation, je vais dire une bêtise, il doit me manquer, mais il y a un site internet aujourd'hui sur la ventilation spécifique à la ventilation qui fait un peu le point sur l'actualité, sur tous les textes réglementaires et destiné surtout aux professionnels du bâtiment et aussi aux installateurs qui donnent beaucoup de recommandations. Donc, ce site, il ne faut pas hésiter à l'utiliser et à diffuser son existence. Après, la remarque sur le métier de ventiliste, c'est très pertinent parce que la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas notamment dans le logement, de gens dédiés à la ventilation. Et d'ailleurs, la ventilation ne fait pas l'objet d'un lot à part entière. Elle est toujours mise avec le chauffage, avec tous les autres fluides. Et donc, il faut vraiment que la ventilation devienne un métier à part entière, que les gens soient formés pour que ça puisse avancer. Enfin, pour l'anecdote, quand on avait fait le projet Via Qualité, on avait formé des entreprises qui mettaient en place les systèmes de ventilation. Donc, effectivement, on avait notamment des électriciens. Et on commence à parler, c'était le CERMA qui faisait la formation, on commence à parler de la ventilation, de l'hygro A, de l'hygro B. La première question sur les gens qui mettaient en place la ventilation, c'est quoi hygro A, c'est quoi hygro B? Donc on se dit qu'il y a quand même il y a de la sensibilisation à faire, il y a de la formation à faire, et effectivement, malgré le nombre d'années, ça fait longtemps qu'on en parle et on n'a pas la sensation que c'est beaucoup évolué. Après, il faut le temps de créer ces formations, il faut le temps que les gens se forment et que les gens arrivent sur le marché. Donc, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. On nous signale qu'un CAP vient d'être créé à Saverne sur le métier de ventiliste. Et le site dont tu parlais a été posté dans les commentaires par un participant. Voilà, bâtiment-ventilation. Ventilation. Voilà, ce type de site, je pense que c'est encore trop méconnu parce qu'il y a beaucoup de bons contenus dessus. Mais voilà, il faut diffuser cette information parce qu'il faut que les gens s'approprient. Il existe plein d'outils pour la ventilation dans le cadre du projet Via Qualité. Par exemple, en maison individuelle, il y a un guide pour les constructeurs de maisons individuelles qui a été créé. Et il y a un carnet pour les installateurs, donc avec des photos, par exemple, sur une mortaise, sur une fenêtre. Qu'est-ce qu'une bonne mortaise, qu'est-ce qu'une mauvaise mortaise, avec des exemples des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, et puis des schémas très techniques. Donc, il existe ces outils-là, mais après, c'est vrai qu'on n'est pas très bon sur la communication des outils. Donc, quand on a connaissance de ces outils, il faut aussi sensibiliser. Et pareil pour le grand public et pour le particulier, il existe plein de guides pour la qualité de l'air intérieur.
Mais voilà, ils ont le mérite d'exister, mais ils ne sont pas encore très diffusés. Et peut-être pour conclure cet échange, on a fait une remarque sur les aspects économiques et financiers. Donc, l'impact financier n'est rien par rapport à une bonne qualité de l'air intérieur et à la santé. C'est une question? Non, c'est plus une remarque. Remarque. Voilà. Plutôt optimiste. Ouais, mais je partage totalement. Je suis assez d'accord. Et je pense que le contexte qu'on vient de travailler le rappelle encore plus. Donc, qu'on vient de traverser. Eh bien, merci beaucoup Claire-Sophie pour ton intervention éclairante et ta pédagogie. C'est vrai qu'en cette période un peu anxiogène qui joue avec les peurs des gens, c'était important pour nous de démêler un peu le vrai du faux et d'entrer un peu plus aussi dans les détails techniques de cette question de renouvellement de l'air intérieur. Donc, on est toujours, c'est aussi dans cette perspective qu'on se place toujours, c'est d'être dans une approche de prévention plutôt que de remédiation. Et on a apprécié ta présentation qui mêlait à chaque fois une approche de bon sens sur les bons gestes et une approche aussi scientifique par le retour d'expérience et la métrologie. Donc, on voit maintenant bien que ces problématiques ne se limitent pas qu'au public dit sensible, même s'ils sont les premiers touchés et affectés. On voit qu'on est en fait tous un public potentiellement vulnérable et donc que cette problématique sanitaire nous affecte tous. Donc, merci beaucoup pour tous ces points d'alerte. Merci à vous. Je rebondis sur un commentaire, c'est vrai qu'il est important. Il existe un MOOC aussi sur la qualité de l'air intérieur. Et c'est aussi, voilà, si vous restez en télétravail chez vous, si vous avez un peu de temps, c'est des bonnes pratiques aussi à mettre en place, se former via ce MOOC. Je ne sais pas s'ils l'ont relancé, mais en tout cas, c'est un MOOC qui est qualité de l'air, mais assez axé ventilation. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le renouvellement d'air. D'accord. On vous indiquera les références dans le mail qu'on vous enverra. Lorsque les vidéos seront en ligne, on les indiquera aussi sur le fil de la bulle, sur le blog, là, les éléments qui ont été cités aussi pendant la présentation. Et on vous donne rendez-vous à poursuivre ce programme de bulle la semaine prochaine, mardi 19 mai, sur l'acoustique et la construction bois, avec un focus sur les isolants biosourcés. Jeudi 28 mai avec Yves Perret pour une balade poétique tout en récit et en dessin sur le passage à l'action au détour d'une approche large du vivant. Puis le 4 juin avec Didier Larue sur l'intégration paysagère des enjeux climatiques. Le 11 juin avec Laurent Boiteux sur notre posture face au changement de paradigme. Puis la semaine suivante sur le confort d'été avec Karine Lapré. Et donc, les liens d'inscription sont à présent actifs pour ces bulles. On ne les avait pas communiqués dès le début, donc n'hésitez pas à aller activer vos inscriptions sur le blog faireensembleautrement.eu où vous retrouverez l'ensemble de la programmation. Et du côté de la SCOP et de Rives, à la rentrée en octobre, une formation sur la ventilation et la qualité d'air intérieur avec le bureau d'études Terre Énergie et Atmo Grand Est. Et on retrouve aussi Medieco et Claire-Sophie Quedevez dans les formations longues des DQE et les formations courtes à venir qui sont aussi mises à jour très régulièrement sur notre site internet. Voilà, et donc comme d'habitude, vous pouvez toujours retrouver nos vidéos et les replays de ces séquences webinaires Bulles des Deux Rives sur notre site, donc www.faireensembleautrement.eu et sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de la SCOP Les Deux Rives. Et si vous préférez la douce voix de nos intervenants et nos douces voix, Hélène et moi, vous pouvez bientôt télécharger les podcasts audio qui seront en téléchargement donc, sur notre site également. Donc un grand merci encore pour votre participation à toutes et à tous. Merci Claire-Sophie pour ton intervention. Et à très bientôt, peut-être en direct aussi lors d'une prochaine rencontre en formation. Belle semaine à vous toutes et vous tous. Merci pour votre participation très nombreuse et vos très très gentils mots de fin de séance et puis les messages, les mails qu'on reçoit aussi par la suite et aussi par le partage de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux que vous faites de ce rituel qu'on a instauré il y a à peine 2 semaines mais auquel on a pris beaucoup de plaisir et on prend goût.